Bonjour chers internautes et bienvenue sur la chaîne Women First TV. Merci en tout cas de suivre ce plateau de La Loupe, une émission consacrée à l'actualité phare de la semaine. Et pour cette semaine, nous avons comme thème droits humains au Sénégal. Quel cap pour la nouvelle présidence? Le Sénégal qui traverse une période de charnière, liberté d'expression, droit de manifester, indépendance de la justice, conditions carcérales, violation du secret médical, les droits humains sont au cœur des débats et des tensions. Dans ce contexte, la voix de la société civile devient plus que jamais essentielle. Et c'est pour cela que nous accueillons sur ce plateau avec un immense plaisir M. Denis Ndour, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Monsieur Denis, bonjour. Bonjour Betty, et c'est tout un plaisir pour moi de venir pour la première fois sur votre plateau de Women First TV. Je commence d'abord par féliciter l'initiative parce que quand même les femmes ont droit à la parole, et donc si par moment il n'y a pas moyen, donc je pense que ça c'est une bonne ouverture pour que la société toute entière puisse vous donner oreille et écouter. Merci beaucoup. En tout cas, la chaîne œuvre pour le leadership féminin, et je rappelle que votre organisation, quant à elle, elle est historique car souvent en première ligue lorsqu'il s'agit de dénoncer les abus, de défendre les libertés, mais surtout de rappeler à l'État ses obligations. Sans plus tarder, nous démarrons cette émission par la première question. Vous venez d'être porté en tout cas à la tête de la Ligue sénégalaise des droits humains. Quelle est votre priorité immédiate? Alors, priorité immédiate, je disais, d'habitude, on fait beaucoup en matière de droits civils et politiques. Et parce que quand vous regardez le paysage médiatique ou l'actualité au niveau national, souvent, c'est des leaders politiques qui ont des soucis, interdits de voyage, interdits de beaucoup de choses, ou des arrestations qu'on peut parfois qualifier d'arbitraires, des mandats de dépôt systématiques, des problèmes de délit d'opinion. Le plus souvent, c'est dans le domaine civil et politique. Alors c'est pourquoi nous voulons vraiment, cette fois-ci, pour les 4 ans à venir, nous focaliser davantage sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et bien entendu, en faisant un point d'orgue par rapport aussi aux violences faites aux femmes, mais également aux enfants. En tout cas, dans quel état avez-vous trouvé la situation des droits humains au Sénégal, comme vous venez de le citer? Alors, je dis qu'on est dans ce que j'appelle du surplace, c'est-à-dire aujourd'hui, notre législation vraiment a fait beaucoup d'avancées en termes de défense et de protection des droits humains. Malheureusement, ce qui est écrit n'est pas souvent respecté, et c'est ça qui fait que souvent, le Sénégal est un peu indexé. Vous voyez, ça faisait longtemps qu'on avait perdu notre statut en matière de droits humains parce que nous n'avions pas de commission qui s'occupe des droits humains. Maintenant, Dieu merci, on a eu la loi. Et aujourd'hui, à la tête, nous avons le professeur Amsatou Sow Sidibé, donc qui dirige la Commission nationale pour les défenses des droits de l'homme du Sénégal. Donc ça, on peut dire que ça fait partie des avancées. Mais cela ne suffit pas parce qu'on peut le constater, et ça c'est le factuel, combien avec ce nouveau régime, on avait cru que beaucoup de questions liées aux libertés allaient pour nous être des souvenirs, parce qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup subi dans ce sens. Mais malheureusement, ça revient. Donc, c'est pourquoi je dis c'est un peu de surplace. Et on dit souvent, les acquis, on ne les remet pas en cause. Bon, je peux comprendre si, on lutte pour avoir... en tout cas des avancées dans le domaine, mais ce qui est déjà acquis, on ne doit pas y toucher. Je commence par dire l'article 8 de la Constitution a donné à tout citoyen de la liberté de pouvoir s'exprimer à travers la plume, à travers le chant, à travers le slam, à travers
justement une manifestation visuelle à travers le sitting, à travers les meetings. Donc il y a vraiment beaucoup de canaux qui sont là pour le citoyen pour qu'il puisse exprimer ce qu'il pense. Bien entendu, cela est encadré puisque on dit toujours que la liberté de l'individu ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit le faire, cette manifestation de liberté, on doit le faire avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de responsabilité. Donc il ne suffit pas de faire des invectives, de faire de la diffamation, mais il s'agit de dire ce que l'on pense quand on n'est pas d'accord, que ce soit avec l'État, que ce soit avec le Premier ministre ou le Président. On doit être libre en tant que citoyen de dire qu'on n'est pas d'accord et de donner ses arguments. Et c'est ça la logique d'une démocratie. Et souvent je dis, dans une démocratie, il y a un prix à payer, et souvent ce prix à payer en fait partie justement cette liberté de ton qui fait que le citoyen peut critiquer. Parfois, ça peut être des critiques acerbes, mais de mon point de vue, quand on a cette posture d'homme d'État, quand on a le sens et la sacralité de l'État, cela devrait guère secouer ou fâcher, si vous voulez, ceux qui sont au pouvoir, mais au contraire, ça devrait les aider à se remettre en question, à rectifier là où il faut rectifier, exactement, à approfondir, etc. Donc, pour moi, c'est des avantages. Mais malheureusement, ce que l'on voit souvent, c'est le contraire. Parce que souvent, c'est il a offense au chef de l'État, c'est l'article 80. Alors que tout ça, bon, on avait dit que, avec ce nouveau régime, ça allait être derrière nous. Bon, moi, j'ai participé au dialogue national et j'étais dans la commission droits humains et démocratie, mais justement, c'est la commission où il y a eu moins de consensus. Parce que tout simplement, ce sont les politiques eux-mêmes, et y compris ceux qui sont au pouvoir, qui ne sont pas d'accord pour qu'on change certaines choses. Et donc, ça veut dire tout simplement que la volonté n'y est pas. Et donc ça, je pense que c'est du surplace et on doit dépasser cela. C'est vrai, on a voté aussi 2 lois qui me semblent être, qu'on peut considérer comme des avancées, notamment la loi sur l'accès à l'information, mais également la loi sur les lanceurs d'alerte. Mais je pense que même ces 2 lois ne sont pas tellement bien accompagnées. Je pense qu'il faut d'autres décrets ou en tout cas lois organiques pour pouvoir accompagner ces lois-là, pour qu'on puisse voir vraiment et sentir leur applicabilité, puisque quand vous prenez l'exemple du droit à l'information, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans les débats et que les gens sont inquiétés par la suite. Alors qu'en réalité, c'est le droit à l'information. Dans un débat, tu peux poser une question. Et le fait de poser une question, pour moi, ça doit interpeller l'autorité pour dire, voici la bonne information. J'aime à le dire, quand on me dit diffusion de fausses nouvelles, je dis, quelle est la bonne nouvelle? Si vous avez la bonne nouvelle, donnez la bonne nouvelle. Et tout le monde sait que c'est ça la bonne nouvelle. Et la nouvelle qui est fausse là, on met ça par terre, on met ça dans la caisse. On met ça dans la poubelle. Par contre, si l'individu récidive en le faisant souvent, on peut l'interpeller pour corriger la personne, mais pas jusqu'à aller en prison. On peut mettre des amendes, etc. Et ça, ça me pousse à dire, ça c'est pour tous les citoyens, pour dire que parfois, on partage une information alors qu'on ne connaît pas la source de l'information. Exactement. Et ça, c'est un danger. Donc, moi, je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il est important aujourd'hui d'éduquer nos jeunes, surtout ceux qui utilisent TikTok et autres, pour dire, quand vous recevez une information, il faut vérifier l'information. Certains ont la technicité de le faire, d'autres ne l'ont pas, mais vous devez vous confier à quelqu'un qui peut vous aider à vérifier l'information. Sinon, si vous ne pouvez pas vérifier, mieux vaut garder l'information pour vous et ne pas diffuser, parce qu'après c'est l'objet de diffamation, vous avez partagé une information qui est fausse, voilà, vous avez donné une fausse nouvelle. Alors que la personne ne sait même pas si cette nouvelle-là elle est fausse ou elle n'est pas, elle est bonne. Donc moi je pense qu'on doit avoir une approche éducative,
C'est-à-dire, il faut éduquer les gens pour les aider à avoir l'information dont ils ont besoin, mais à disséquer, à faire la part des choses pour pouvoir avoir une meilleure perception de la gestion de la République. Aujourd'hui, on a la Convention contre la torture que le Sénégal a bien ratifiée, donc qui fait que, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter quand on parle de bavure policière ou de conditions carcérales inhumaines. Moi, je pense que tout ça nous renvoie à une approche éducative. Et c'est là où nos organisations rentrent dans le domaine de la promotion des droits humains. Parce que... Excusez-moi, pour en tout cas parler de ce droit-là, de gouvernance, de justice, d'état de droit, si l'on revient aujourd'hui à la situation des manifestations qui ont eu lieu à l'université Cheikh Anta Diop entre étudiants et forces de l'ordre, les images étaient parlantes, elles étaient choquantes, il y a eu mort d'hommes. Alors aujourd'hui, est-ce que par exemple votre ligue, elle enregistre ces faits, que ce soit les arrestations, les bavures policières entre autres, est-ce qu'il y a lieu d'enregistrer ces événements-là et pouvoir avoir une continuité, un suivi nécessaire pour que cette population quand même se sente protégée ou en tout cas qu'elle sente qu'il y a quelqu'un qui est là à côté pour défendre ses droits? Alors, dans notre approche de tous les jours, à chaque fois qu'il y ait des événements de ce genre, on s'approche toujours des familles pour leur dire on est là à votre disposition. Mais vous savez, bon, on est au Sénégal, parfois l'approche peut différer d'une famille à une autre. Exactement. Il y en a qui, bon, disons, se plient à la foi religieuse et disent bon, s'il n'y a pas la peine de faire des poursuites, voilà, c'est le Ndogol Yalla, bon, et puis on avance. D'autres, par contre, vous sollicitent et on met à la disposition, souvent des familles, des avocats. Si vous prenez le cas de Falloussen à Saint-Louis, Maître Hassan Diomandiaï, qui est un des nôtres, et s'était porté volontaire pour aider la famille en tant qu'avocat. Et on a d'autres avocats aussi dans notre organisation. Donc, on le fait souvent, mais également, on interpelle l'État pour que voilà, justice soit faite, pour qu'il y ait des enquêtes voilà, indépendantes, qu'il n'y ait pas des choses qu'on cache. C'est vrai, il s'agit des forces de l'ordre, ils ont le tribunal à eux, mais au moins qu'il y ait justice. Parce que si on ne le fait pas, c'est quoi? C'est une instauration d'une culture d'impunité. Surtout. Et dans une bonne démocratie ou dans un état de droit, justement, si tout le monde est soumis à la loi, on ne peut pas avoir de culture d'impunité. Parce que même si l'État viole la loi, l'État est poursuivi. Donc c'est pour dire que, encore moins, c'est le citoyen qui viole la loi. Donc pour dire tout simplement que cette culture d'impunité, on doit bannir cela, que ce soit au Sénégal ou en Afrique. Et il va de même en ce qui concerne la gestion des deniers publics, et autant que dans le domaine de la violence policière ou juste entre citoyens, que justice soit faite à chaque fois qu'il y ait des morts d'hommes. On ne peut pas dire que c'est une tradition, parce que si on regarde tous les régimes précédents, chaque régime a son lot de morts d'étudiants. Voilà, et ça doit cesser. Voilà. Si ça cesse, c'est parce que tout simplement on a réglé la question de l'impunité. Donc nous, en tant qu'organisation, nous ne pouvons que porter notre voix de plaidoirie pour montrer que voilà, il faut que justice soit faite. Exactement. Alors, les droits humains ne concernent pas seulement la politique. Qu'en est-il, par exemple, du droit de l'éducation, à la santé, à l'emploi, entre autres? Comment vous gérez ces différents droits? Voilà, c'est ça qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Tout ça rentre là-bas. C'est l'éducation, c'est la santé, doit avoir un toit, doit avoir à manger. Un être humain doit avoir la capacité d'avoir quelque chose pour se nourrir. Alors, donc, pour dire tout simplement que ce n'est pas négligé, mais ce n'est pas mis en exergue. C'est pourquoi nous voulons vraiment mettre l'accent là-dessus pour les 4 ans à venir et dire que ce sont des droits qui ne sont pas moins importants que les droits civils et politiques. Exactement. Malheureusement, les droits civils et politiques, c'est la scène, c'est l'actualité. Et comme les Sénégalais, ils raffolent de tout ce qui est émotion, tout ce qui est voilà, faits divers, etc. Et politique. C'est ça qui fait que c'est souvent en ligne de mire. Nous, on vient nous voir, hein, que ce soit les politiques,
les personnes qui ont des soucis, organisations, ils viennent vers nous. C'est des actions qu'on ne médiatise pas parce que pour nous, ça rentre dans le cadre régalien de notre travail. Et qu'on doit le faire. Voilà, des femmes qui sont violentées ou voilà, qui subissent certaines choses et qui viennent vers nous et on a des réponses, on les accompagne, on les oriente, on les assure un peu le conseil sur le plan juridique. Donc tout cela rentre dans le cadre de notre mission et donc c'est pourquoi on ne le voit pas et souvent on dit oui, vous n'êtes là que pour voilà, taper sur la table. On ne voit pas ce que vous faites. Mais ce que nous faisons, en réalité, ce sont les populations qui viennent vers nous, qui le savent. Et donc, je pense que voilà, c'est des actions qui ne sont pas médiatisées. Par contre, on a décidé de faire plus souvent maintenant des rapports annuels où on peut lister toutes les actions que nous avons menées. Une façon de communiquer pour dire aux populations, attention, on est toujours là pour vous, pour le respect de la dignité humaine. Alors, cette manière de dire aux populations que vous êtes là, comment rapprocher davantage, en tout cas, la Ligue sénégalaise des droits humains aux citoyens, surtout les plus jeunes? Alors, donc, on a créé ce qu'on appelle des points focaux au niveau des régions. Et ces points focaux vont servir, pas seulement dans les régions, mais également dans les institutions comme les universités ou autres institutions, pour prendre le relais de la Ligue et non seulement recueillir des soucis, à remonter au niveau national pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Mais également et surtout, ce sera la promotion des droits humains. Parce que l'individu, s'il ne connaît pas ses droits, forcément, ses droits peuvent être brimés, voilà, donc violés. Et pour éviter cela, on préfère aller vers les populations pour leur dire, attention, voici vos droits, ça c'est votre droit, ce n'est pas ce qu'on vous donne et vous pensez que vous devez applaudir la personne alors que c'est votre droit, ça doit vous revenir. Je vous donne un exemple banal, c'est la participation dans les politiques publiques au niveau local. Aujourd'hui, l'État parfois prend des décisions et veut appliquer des choses alors qu'en retour, les concernés, les citoyens à la base, n'ont pas donné leur avis, n'ont pas été consultés. Et ça, pourtant, c'est leur droit. Voilà, et ça qu'on appelle un peu la situation de la démocratie participative. C'est pourquoi, dans notre moyen également de montrer à l'État que c'est important, nous voulons que les réformes constitutionnelles en vue, qu'on puisse consacrer dans la Constitution la démocratie participative. Et ça va permettre aux citoyens de se dire, ah, c'est la Constitution qui nous permet de dire à nos dirigeants pour tel service ou telle et telle politique publique, tant que moi je ne donne pas mon aval ou que quand je vois des dérives, j'ai des moyens par lesquels la Constitution me l'a consacré pour que je puisse revendiquer ça pour changer les donnes. Sinon, le citoyen il est devenu un spectateur en disant ben, ils ont été élus, on doit attendre la fin de leur mandat pour agir. Et ça, c'est un problème. Parce que pourquoi c'est un problème? L'État peut faire des erreurs, l'État peut faire des dérapages. Mais s'il n'y a personne pour dire attention, voilà ce qu'il faut faire pour réparer. Si on n'a pas la légitimité constitutionnelle pour le faire, ça veut dire que ça peut rester comme ça, perte et profit, parce que c'est l'État, il n'y a rien. Moi, je donne l'exemple, si vous allez aux États-Unis, mais une fois vous entendez des citoyens qui portent plainte à l'État. Et ils ont des gains de cause. Voilà, parce que quand on dit qu'on est dans un état de droit, tout le monde est soumis au droit. Certes, c'est une belle démarche, excusez-moi, c'est une belle démarche en tout cas qu'apportent ces points focaux en tout cas pour essayer de faire comprendre à la population cette démarche participative. Alors, est-ce que c'est facile aujourd'hui quand même que la population puisse être consciente que ces lois, elles sont écrites dans une langue que beaucoup de Sénégalais malheureusement n'ont pas pu étudier pour comprendre, en tout cas comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais sauf qu'elle est assez compliquée pour beaucoup
beaucoup de personnes. Alors, l'interprétation que chacun en fait, elle est quelquefois différente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile que ces populations puissent s'approprier de ces lois-là et afin que ces droits puissent être respectés? Moi, je pense que c'est un projet de l'Assemblée nationale. Ça faisait partie justement des politiques de rupture, que les citoyens puissent comprendre dans leur propre langue, Sérère, Diola, etc., pour pouvoir comprendre ce qu'on donne comme loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Vous voyez, la démarche des députés est quelque part biaisée en termes de recueil d'informations des citoyens par rapport au vote des lois. En réalité, c'est plus basé sur les partis politiques, c'est-à-dire le parti qui décide que oui, cette loi, ça doit passer, cette loi ne doit pas passer. Finalement, au lieu que ce soit les citoyens qui sont consultés en amont pour leur dire il y a un projet de loi sur tel, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous, on avait fait avec les assises nationales ce qu'on appelle les consultations citoyennes. Moi, je pense qu'on doit consacrer ça dans la Constitution. Il faut qu'il y ait des consultations citoyennes à chaque fois qu'il y a besoin de voter une loi. Et quand on fera les consultations citoyennes, si vous vous retrouvez à Kédougou là-bas, vous allez leur parler dans leur langue. Exactement. Et là, ils vont comprendre c'est quoi. Et vous allez en milieu sérère, vous faites la même chose. Vous allez un peu partout là où les citoyens se trouvent dans le Sénégal, ils vont comprendre c'est quoi la loi. Et ils vont dire le pour et le contre, et vous allez jauger et rapporter ça au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça ne se passe pas comme ça. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est plus une majorité mécanique qui roule pour le parti. Et qui parfois, les décisions peuvent être des décisions que les citoyens peuvent ne pas se voir dedans, parce qu'on ne les a pas consultés en amont. C'est vrai, ils ont la légitimité de voter les lois, mais je pense que cette démarche doit être révisée. Parce que ce qui le montre, c'est la configuration même de l'Assemblée nationale, le suffrage même. Voilà, quand vous êtes dans une liste nationale, vous devenez député, vous êtes député de qui? Une question. Certains même te diront, je suis le député du leader qui a mis mon nom. Qui a mis mon nom. Alors que vous devez être député du peuple. C'est-à-dire vous devez avoir votre terroir, là où vous vivez, recueillir des informations sur la réalité du terroir pour pouvoir leur attendre. Et leurs suggestions aussi, ils ont leur mot à dire sur la manière de faire les choses. Exactement. Et ça ne fait que renforcer la démocratie, mais également dans cette action de promotion, il ne faut pas oublier que les citoyens aussi doivent accomplir leur devoir. Et je le dis souvent, c'est très beau de dire je revendique mes droits, mais est-ce que tu as fait tes devoirs? Exactement. Ça aussi c'est un point très important. Il faut que les citoyens s'acquittent de leurs devoirs avant de réclamer même leurs droits. Parce que ce sera encore beaucoup plus facile. On te dira, mais est-ce que tu as fait ça? Moi, je donne un exemple banal. On veut un quartier où c'est assaini, il y a vraiment, tout est propre, etc. Alors que toi, en tant que citoyen, tu mets ta poubelle devant ta porte et tu dis, je l'ai mis devant ma porte. Alors qu'il y a les mouches, ça peut causer des maladies dans ton entourage. Et pour toi, tu te dis, bon, ben, ça m'appartient. Donc, ça veut dire que l'individu n'a pas pensé au bien commun. L'individu n'a pas pensé aux droits des autres. Alors, ces droits ne doivent pas empiéter sur le droit des autres. Donc, c'est important aussi de revenir sur les devoirs des citoyens, tout en leur donnant la possibilité de connaître leurs droits. Donc, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, il y a des patients qui ne savent pas qu'il y a le droit du patient. Et normalement, on doit l'afficher dans les hôpitaux, à l'entrée même de l'hôpital. Ça, c'est ce que je suggérerais. À l'entrée de l'hôpital, on doit le mettre là-bas, droit des patients. Une dizaine de droits. Et que si le patient le lit, tout de suite, il sait que le médecin ne peut pas crier sur lui, l'infirmière ne peut pas avoir un certain comportement envers lui. Quand il va aller pour demander un service ou des renseignements, il y a une façon dont il doit être accueilli. Malheureusement, la réalité est tout autre. Mais justement, c'est pourquoi. Les gens sont très mal accueillis au niveau des structures sanitaires, ce qui augmente leur stress et leur maladie. Beaucoup ne préfèrent même pas se rendre dans ces structures sanitaires. Voilà. Donc, alors qu'il y a des droits des patients. Et que les patients, tous les hôpitaux doivent l'afficher partout où c'est visible. Je sais qu'à l'hôpital,
Idriss Pouye de Grand Yoff, ils ont bien affiché. J'ai vu un peu partout. Je pense que je l'ai vu quelque part aussi à Dalal Diab. Mais c'est affiché de façon très secrète. On dirait qu'on ne veut pas que les gens le sachent. Voilà, parce que et ça, c'est pas bon. Moi, je pense que dans le domaine du droit à la santé, donc on a besoin de ça. L'éducation, c'est pareil. Voilà, que ce soit les étudiants, bon, moi je pense que si aujourd'hui on doit appliquer un décret ou on doit faire des réformes, on ne peut pas le faire sur le dos des étudiants alors que les étudiants ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit on doit aller à la table de négociation dans une conversation qui est vraiment libre, on doit avoir le sens de l'écoute. Surtout. Tout le monde. Surtout. Voilà, et l'environnement universitaire est vraiment vaste. Hein? Il y a les profs, il y a les chercheurs, il y a les institutions, il y a beaucoup de choses. Voilà. En tout cas, c'est autant de choses qui permettent aux personnes de jouir de leurs droits, mais surtout de savoir quels sont leurs devoirs vis-à-vis de leurs concitoyens. Je rappelle que vous êtes sur la chaîne Women First TV. Vous suivez votre émission La Loupe qui revient aujourd'hui sur les droits humains au Sénégal. Quel cap pour la nouvelle présidence. Et nous accueillons sur ce plateau Monsieur Denis Ndour qui est élu président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alors, comment, tantôt, vous l'avez dit, une manière de rapprocher les populations à votre Ligue. La Ligue est-elle totalement indépendante sur le plan financier, idéologique? Parce que beaucoup quand même pensent que la Ligue n'est là que pour lutter pour certains problèmes, pour certains, en tout cas, appartenances, certaines causes, au moment où la population, elle est là, elle attend de pied ferme. Alors, c'est une bonne question. C'est pour rappeler tout simplement la mission. Et d'abord, il faut rappeler que tous les membres de la Ligue, c'est des membres bénévoles. Donc, c'est du volontariat. C'est-à-dire les individus qui sont là se disent, dans leur âme et conscience, ils ne peuvent pas supporter l'injustice. Et quand on ne peut pas supporter l'injustice, il faut aller vers cette cause noble-là de lutter contre l'injustice. Donc, ça peut se faire en s'affiliant dans une organisation spécialisée, telle que la nôtre. Ça peut se faire à titre individuel. Parfois, on voit dans le quartier quelqu'un qui est là, qui écoute les populations, qui se démêle chaque fois qu'il y a des problèmes dans le quartier. Mais celui-là, c'est un défenseur des droits humains, même s'il n'est pas affilié à une organisation. Alors donc, pour nous, les moyens financiers, c'est d'abord nous, c'est-à-dire les cotisations, les cartes de membres, c'est ça qui nous permet de subsister. Mais surtout, l'esprit de volontariat. Si je dois me déplacer, j'ai ma voiture, je mets mon carburant moi-même, je demande à personne. C'est ça, c'est ma participation en tant que volontaire pour cette cause qui m'est chère. Donc, et il va de même de tous les membres qui se donnent, suivant leurs moyens propres, pour que l'organisation puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins, c'est-à-dire mener des activités. Mais il ne faut pas l'occulter. Il arrive qu'on peut trouver des financements de programmes, de projets. Et ça aussi c'est important de le dire pour que les populations sachent. Parce que certains pensent que oui, certaines organisations, ils ont beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Quand on parle de projet ou de programme, c'est que le bailleur, il voit que vous êtes en train de travailler sur un domaine qui lui est propre. C'est-à-dire la violence faite aux femmes. Elle dit, mais nous, tout ce qui nous préoccupe, c'est des mécènes. Ils veulent vraiment éradiquer ce phénomène-là. Si on vous voit, vous travailler dans ça, on vous dit, soumettez un programme, on va vous accompagner. Mais on nous aura déjà trouvé sur le terrain sur ça. Sur ça. C'est comme ça que ça vient, les financements. Et en ce moment, on dit, on vient vous accompagner dans ce programme qui, si on dit on finance pour 500 000, on ne vient pas te donner cash 500 000. Non. C'est-à-dire, dans l'activité, comment tu dois le dérouler? Tu as besoin de déplacement. Tu dois déplacer combien de personnes? C'est quoi le transport, etc. Et en ce moment, c'est le bailleur qui prend en charge
cet aspect financier-là. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on vient te donner et que tu dépenses comme tu veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez donné un exemple, en tout cas, qui m'a fait penser à une chose. Les violences basées sur le genre, qui restent une réalité bien sénégalaise. Alors, le cadre juridique, finalement, est-il suffisamment, en tout cas, armé ou bétonné pour pouvoir protéger ces droits-là? Alors, moi, quand je parle de législation, globalement, je dis toujours, dans une société organisée, où il y a des normes, on parle d'état de droit, on ne peut pas ne pas faire des lois. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais les lois ne règlent pas les problèmes. Pas du tout. Les lois servent pour dissuader. Les lois servent pour corriger. Mais ça ne règle pas le problème. Pour régler le problème, il faut aller en profondeur. Aller en profondeur signifie quoi? Il faut faire des enquêtes de terrain. Il faut faire une analyse sociologique, une analyse anthropologique et une analyse psychologique de pourquoi certaines personnes se comportent envers d'autres personnes qui sont des êtres humains, je veux dire l'homme envers la femme, pour avoir un certain comportement à bannir, non seulement dans la société, mais ne serait-ce que pour un croyant, il y a un comportement que l'homme ne peut pas faire envers la femme. Je parcourais un peu des statistiques d'une étude qui avait été faite en 2023-2024, donc c'est un passé récent, où dans l'échantillon de plus de 7000 femmes interrogées, on considère que si vous prenez 10 femmes, 3 ont au moins été victimes de violences physiques ou de viols, de violences sexuelles, de violences verbales, etc. etc. Souvent, que ce soit marié ou non marié. Donc, c'est pour dire que c'est la société qu'il faut éduquer. Et pour éduquer la société, il faut d'abord aller à la cause, la racine. On est dans une culture voilà, où l'homme, on lui donne beaucoup de pouvoir. Comment on doit rectifier ça? C'est comme ça que après la femme prend plus de place. Aujourd'hui, c'est une autonomie qu'on vous voit en tant que femme, vous créez votre propre télévision. C'est pour dire que vous les hommes, vous ne nous donnez pas notre place, nous on peut prendre bien notre place et s'affirmer. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on doit aider à lutter contre les violences faites aux femmes, déjà en amont, pour ceux qui font ces violences-là. Maintenant, la loi sera là pour dissuader, corriger. Exactement. Alors, on assiste dernièrement à l'immersion, en tout cas l'émergence de discours de haine, de violences numériques qui prennent de l'ampleur. Comment y faire face finalement? Alors, bon, je sais qu'avant le régime actuel, on avait beaucoup travaillé sur comment réguler. Il nous faut absolument réguler. Il le faut. Parce que si on ne le fait pas, avec l'avènement de l'IA, on va droit vers le mur. Pourquoi? Parce que si cette culture de haine est mise en exergue à travers les réseaux sociaux, ça veut dire que vous allez avoir enregistré des taux de suicide. Vous allez avoir des taux de bagarres fratricides. Et ça, on peut bien l'éviter parce que le Sénégal ne connaît pas ça. Aujourd'hui, parfois même, tu vois un Sénégalais qui exerce une certaine violence, tout de suite tu dis ça, c'est pas sénégalais. C'est pas sénégalais parce qu'on ne connaît pas ça. Mais malheureusement, avec l'influence des réseaux sociaux, certains se permettent. Quelqu'un peut rester là insulter parce qu'il se dit que de toute façon, on ne va pas me voir, j'ai caché mon IP, voilà, on ne peut pas me localiser. Mais cette personne-là, il a besoin d'être conscientisé pour qu'il sache que ce n'est pas le fait de le traquer pour... non. Et pour ça, je pense qu'en amont, il faut, comme je disais, la loi c'est pour dissuader, c'est pour corriger. Il faudrait que l'on aille vers une régulation de l'utilisation des réseaux sociaux tout en préservant la liberté d'expression. C'est-à-dire, ça ne doit pas être, on a vu le cas du Gabon, hein, ça ne doit pas être une porte ouverte pour dire « Ah, j'en profite, comme ça, plus personne ne parle. » Non. Je pense qu'il faut faire il faut chercher l'équilibre, voilà, pour dire comment réguler en amont
Voilà, et c'est très possible. Et ça, c'est l'État qui doit le faire. Bon, nous, on est là, on peut proposer. S'il propose, on peut aussi étudier ce qu'il propose en termes de loi pour faire de contre-propositions pour que les libertés soient aussi respectées. Pour que les libertés puissent être respectées, il faudrait que l'État agisse comme vous l'avez dit. Je rappelle que M. Denis Ndour, vous êtes élu le 21 février 2026. Ça fait quelques semaines que vous occupez en tout cas la présidence de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler de votre marque personnelle à la tête de l'organisation? Bon, marque personnelle, ce serait peut-être trop dire. Bon, peut-être en termes de parcours, oui. Bon, j'ai dirigé les assises nationales du Sénégal pour la section Amérique du Nord, donc les États-Unis. Donc, j'ai travaillé en étroite collaboration avec notre patriarche, président Amadou Matar Mbow, paix à son âme, avec qui nous avons beaucoup appris. Mais également, j'ai beaucoup travaillé dans toutes les initiatives citoyennes qu'il y a eu dans ce pays. Voilà, même si on ne revendique rien que c'est moi, mais pour dire tout simplement qu'on est toujours devant, on a toujours été devant pour participer au respect de la dignité humaine. Donc cet engagement, je le dis à toute l'équipe, que c'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail de M. Denis Ndour seulement, mais pour dire tout simplement que c'est la passion, c'est une cause noble que nous pensons, que personnellement je pense, depuis le passage, que ça fait partie même dans l'exercice de sa foi de respecter la dignité humaine. Et si je me réfère à ma foi, c'est la doctrine sociale de l'Église qui dit que le bien commun doit être préservé, qui dit que la dignité humaine doit être respectée. Donc moi, je pense que travailler dans ce sens avec des collègues, avec des concitoyens sénégalais, pour moi, c'est tout un plaisir, ne serait-ce que quand je vois un citoyen qui vient nous remercier parce que son problème a été réglé, et gratuitement, par le biais de notre organisation. Et donc, nous travaillons dans ce sens. Et voilà, prions que les Sénégalais puissent s'y retrouver davantage pour dire tout simplement qu'on est plus dans les principes. Donc, c'est ce qui fait que souvent, quand vous êtes dans l'espace, parfois, ceux qui viennent au pouvoir peuvent vous considérer comme des opposants, alors que hier, quand vous étiez avec eux, ils applaudissaient pour vos actions. Vous voyez? Mais bon, on est habitué à cela. Ce sera toujours comme ça. Mais nous, on reste sur des principes. Et rester sur des principes, c'est quoi? Rappeler la loi, rappeler la charte fondamentale de Madelot, qui est la Constitution, rappeler les lois que nous avons, rappeler le code pénal, le code de procédure pénale, rappeler les procédures pour un procès équitable, rappeler le droit de la défense, rappeler l'article 5 de l'EMAL, la présence d'un avocat de l'interpellation, etc., etc. Pour dire tout simplement que on fait partie des citoyens, et on a notre mot à dire par rapport à notre domaine de prédilection, par rapport à notre expertise, pour pouvoir aider les citoyens à vivre mieux dans leur liberté, telle que c'est consacré par la Constitution. Alors, pour terminer en beauté, M. Ndour, si vous aviez un message à adresser aux autorités, ou à la jeunesse, en tout cas aux citoyens, quel serait-il? Alors, disons pour tous les citoyens sénégalais, il faut que les Sénégalais restent Sénégalais et évitent de rester quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. C'est-à-dire aller dans l'artificiel. Et ce que j'appelle aller dans l'artificiel, c'est promouvoir des contre-valeurs. Et les contre-valeurs, on est là, hein? Les réseaux sociaux sont des canons, mais tout vient de nous. Donc, soyons des gens paisibles, soyons des artisans de paix, soyons des gens qui vont dans la construction de la nation. Et pour le faire, il faut que tout le monde se donne la main. Que l'on soit de Andedjeuf, que l'on soit de partis politiques, que l'on soit de la société civile, que l'on soit de telle ethnie ou de telle religion, peu importe. Nous restons des Sénégalais, restons soudés en tant que Sénégalais pour construire notre nation, le Sénégal.
En tout cas, c'est sur cette requête chaleureuse que se termine cette émission et ça a été un plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Denis Ndour, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Je tenais à vous rappeler que les droits humains ne crient pas souvent, mais lorsqu'ils sont fragilisés, c'est toute la République qui vacille. Alors oui, une démocratie se mesure à la manière dont elle protège les plus vulnérables. Écoute les voix dissidentes et garantit la justice pour tous. La défense des libertés n'est pas un combat. La défense, autant pour moi, des libertés n'est pas un combat d'opposition, c'est un devoir national. Sur ce, merci à vous. Merci.